Merci bien Rémi, et puis merci déjà pour cette première partie introductive à cet ensemble, j'ai presque envie de dire totalisant, hein, c'est quand même notre objectif quelque part, et qui m'inspire beaucoup. Alors, moi je vais arriver en fait avec une communication autour de Comenius. J'espère que je ne vais pas trop dépasser les 10 minutes. Je n'ai pas pu faire plus court. Bon, j'espère m'en tenir à 13 minutes. Alors, Comenius, c'est une ancienne passion, j'ai envie de dire, qui a été vraiment très importante pour moi, de telle sorte que ça m'avait inspiré à l'époque. J'ai retrouvé des notes et des premiers textes que j'avais écrits qui étaient en 2004, où là, j'avais l'intention d'écrire un livre sur les grands éducateurs allemands. Voilà. Et il était le premier, il faisait l'ouverture. Alors, c'est une idée qui a été mise de côté pour d'autres livres, et plus particulièrement pour asseoir la recherche biographique que j'amenais en France. Mais du coup, je m'y suis vraiment replongée, et j'ai eu envie quand même de proposer ça. Donc, je l'avais déjà proposé pour le petit texte qu'on nous avait demandé d'écrire sur les figures inspirantes, Comenius. Et là, je vais m'expliquer en donnant des détails, en le contextualisant, hein, ce Comenius, comme une figure inspirante pour l'éducation. Ce que je voulais dire aussi, Comenius est vraiment quelqu'un d'extrêmement, toujours inspirant pour toutes ces régions de langue allemande, hein, donc les régions, on va dire, germanophones, donc qui dépassent l'Allemagne pure, etc. Alors, donc, d'abord aussi, moi, je reprends un peu la suite de ce que vous avez dit, juste 2-3 mots. Qu'est-ce que c'est qu'une figure inspirante pour l'éducation? C'est une figure qui va m'aider à penser mon rapport personnel à l'éducation et à la formation, et puis aussi à nourrir donc mes positionnements et mes constructions théorico-pratiques dans ce domaine. Alors, de façon un peu plus concrète et sensible, et puis en m'appuyant sur l'étymologie, et je reprends ce qui a été dit, développé ce matin, je dirais qu'une figure inspirante, c'est une figure auprès desquelles je prends souffle et animation, parce qu'elle va susciter en moi une émotion cognitive et intellectuelle qui déclenche une curiosité, un éveil, un mouvement de l'esprit. C'est peut-être aussi une façon pour moi de répondre que oui, on peut changer de figure inspirante, et oui, quand même, des figures inspirantes dont on s'est détaché peuvent ancrer quelque chose, et là, c'est par rapport à ce qu'a dit Michel tout à l'heure, pour aller vers d'autres figures inspirantes. Alors, parmi les penseurs de l'éducation vers lesquels m'oriente cette notion de figure inspirante, j'ai retenu le penseur tchèque Jan Amos Komenský, qui est plus connu sous son nom latinisé de Comenius, et qui a vécu de 1592 à 1670. Alors, l'œuvre protéiforme de Comenius dessine une forme de pédagogie universelle, et c'est ça qui m'a retenu, et peut apparaître comme le précurseur d'une école de la vie où chaque expérience fait apprentissage du monde et de soi dans le monde. Et c'est cette perspective, rejointe par bien des côtés mes intérêts et mes recherches au titre de la recherche biographique en éducation. Je me garderai cependant de vouloir faire entendre trop vite ces résonances qui m'amèneraient, comme on peut si facilement le faire, à m'approprier Comenius. Donc, je ne veux pas me l'approprier. Je m'attacherai plutôt à situer sa pensée de l'éducation dans l'univers historique, intellectuel et spirituel qui en constitue l'horizon et qui en a fait une pensée totale. Aussi bien est-ce cette construction totalisante qui a exercé sur moi une sorte de fascination, on peut savoir pourquoi, à la fois parce qu'elle nous est devenue si lointaine, si étrangère, et parce que nous pouvons en reconnaître comme si proches les développements et, j'ose dire, les produits pédagogiques.
Donc l'œuvre de Comenius, elle se prête en effet à toutes les filiations, et aux filiations les plus modernistes, qu'on en juge plutôt. C'est bien chez Comenius que l'on trouve sans doute pour la première fois l'idée d'une éducation nationale ou d'une école pour tous. C'est Comenius qui reconnaît bien avant Rousseau l'univers de l'enfant et de l'enfance comme âge sensible, ou encore qui prône la pratique des méthodes actives et d'ateliers éducatifs. C'est chez lui aussi que l'on trouve une théorisation du rapport entre les signes et les choses, qui va en faire élaborer une didactique des langues qui n'a guère été dépassée jusqu'ici. Chez lui, enfin, que l'on peut reconnaître la première tentative de fonder une science de l'éducation. Donc, de fait, il est peu de pédagogie moderne qui ne puisse se reconnaître en Comenius et y trouver développé d'une façon extraordinairement pertinente et précise les principes et les pratiques qu'elle revendiquait pour elle-même. Celui que Michelet appelait le Galilée de la pédagogie semble avoir devancé et quelquefois surpassé tous ses successeurs. Et pourtant, à vouloir tirer Comenius tantôt du côté de Rousseau, tantôt du côté de Herbart ou même de Dewey, à faire de lui l'ancêtre ici de la pédagogie humaniste, la Geistwissenschaftliche Pädagogik, là de l'école de la République, et pourquoi pas de l'école nouvelle, on risque de manquer ce qui fait la profonde unité de son œuvre, le plan universel, qui ne peut être pour Comenius qu'un plan divin, selon lequel elle se déploie depuis ses premiers principes jusqu'à ses fins dernières. Alors, tout d'abord, resituer Comenius dans son temps. Pour le resituer donc dans son temps et dans son lieu, sa vie et son œuvre sont inséparables du destin de la Bohème et de la guerre de 30 ans, où s'affrontent croisade catholique contre croisade protestante, les principales nations européennes. D'origine morave et de langue tchèque, c'est ainsi qu'il se présente et qu'il se décrit lui-même, pasteur de l'unité des frères moraves, confession protestante très attachée à la patrie tchèque, Comenius subit de plein fouet les désastres qui s'abattent sur son pays. Après la victoire de la Ligue catholique, les vainqueurs se livrent à une répression systématique de la culture tchèque. Comenius est contraint d'abandonner son ministère en Moravie, sa maison est incendiée, la bibliothèque et ses manuscrits sont brûlés. Il perd sa femme et ses 2 filles dans l'épidémie qui se répand à la suite de la dévastation de la ville. En 1627, il est condamné à l'exil et entame une vie d'errance qui l'éloignera à jamais de sa terre natale et puis qui va le conduire donc en Pologne, en Angleterre, dans plusieurs États allemands, en Suède, en Transylvanie et enfin en Hollande où il va mourir à Amsterdam en 1670. Alors, d'abord une première partie que j'ai appelée l'éducation ou la via Lucis. Dès son premier séjour à Leszno en Pologne, où Comenius prend des charges d'enseignement dans le gymnasium de la ville, Comenius s'attache à porter le combat de la foi sur le terrain de l'éducation. Pour lui, il s'agit très clairement de lutter avec leurs propres armes contre les jésuites qui avaient fait de l'enseignement le fer de lance d'une restauration du catholicisme. Il s'agit aussi pour lui d'apporter une réponse politique à l'effondrement de l'État et de la culture tchèque et d'œuvrer au retour du, entre guillemets, paradis tchèque. Ce sont ces mots. Ce sont les positions que Comenius défend dans la didactique tchèque, qui a été commencée en 1628, en reprenant en particulier la tradition protestante de l'enseignement de la langue nationale et en revendiquant contre la part massive du latin dans les écoles secondaires un enseignement approfondi du tchèque et de l'usage des livres tchèques. Mais si l'éducation peut ainsi se faire l'instrument d'une renaissance qui soit à la fois spirituelle et nationale, c'est qu'elle est fondamentalement, aux yeux de Comenius, la via lucis, c'est-à-dire la voie de la lumière qui mène à Dieu et qui permet à l'homme de réunir le plan divin et le plan humain.
Donc l'éducation est le moyen de ce retour en Dieu, et Comenius considérera toujours son œuvre de pédagogue comme subordonnée à cette fin. Là, je le cite, « Ce que j'ai écrit pour la Genèse, je ne l'ai pas rédigé en tant que pédagogue, mais en tant que théologien. » Pour Comenius, l'éducation au monde et l'éducation à Dieu se confondent. Olivier Cully peut écrire de la pédagogie coménienne qu'elle sert une religion de l'éducation bien plus qu'une éducation religieuse. Et c'est important de comprendre cela. Donc, pour situer dans toute son ampleur la pensée de l'éducation de Comenius, il faut se rapporter à l'ouvrage monumental qui occupa les dernières années de sa vie, qui est la Consultation universelle sur la réforme des affaires du monde. La quatrième partie, qui est la plus connue, qui est la Pampaedia, se présente, ainsi que le dit son titre, Padeia, comme un projet d'éducation universelle du genre humain. Éduquer, c'est combattre pour la fondation d'une cité humaine universelle, réconciliée avec la nature et avec Dieu. Telle est la portée donc profonde d'une école coménienne, de faire accéder l'homme à l'humanité, couronnement de la création divine, être l'atelier de l'humanité. Ce sont ces mots. Alors là, petite citation un petit peu plus longue de Comenius, mais qui me semble importante. Comme le coutelier, le chapelier, le drapier, le tailleur, le cordonnier, le miroitier prend dans son atelier ce qui deviendra couteau, chapeau, drap, habit, chaussures ou miroir, de même, chaque enfant doit être reçu dans ce qui est l'atelier de l'humanité, l'école, pour en faire un homme. Un homme, dis-je, c'est véritablement la vérité, c'est-à-dire, un homme, dis-je, c'est-à-dire la véritable image de Dieu, le véritable maître de l'univers et le véritable souverain de lui-même et de ses entreprises. Ça, c'est Comenius qui le dit. Donc, en deuxième partie, je me penchais sur enseigner les langues, enseigner le monde. Alors, ce sont les difficultés rencontrées dans son enseignement du latin au gymnasium de Lesno qui sont pour Comenius le point de départ d'une réflexion véritable sur l'enseignement des langues. Donc, cette réflexion, elle prend d'abord la forme d'une critique à l'endroit d'un enseignement exclusivement formel qui ne se préoccupe que de subtilité grammaticale et rhétorique. Comenius vise le modèle jésuite de l'enseignement du latin. La critique qu'il énonce est à deux niveaux. Premièrement, cet enseignement, c'est un enseignement de mots sur les mots, sans que jamais ces mots soient mis en rapport avec les choses qu'ils désignent et sans que l'on s'interroge sur l'utilité de ce savoir refermé sur lui-même. Ensuite, deuxièmement, l'apprentissage de la langue est conçu comme l'apprentissage des unités élémentaires que sont les mots, sans qu'il soit tenu compte des règles d'organisation globale et locale de la langue qui font que le discours est autre chose qu'une accumulation de, je le cite, vocables sans suite. C'est sur ces bases que Comenius rédige en 1631 l'ouvrage qui fit longtemps sa plus grande réputation, qui est La porte ouverte des langues, consacré à l'enseignement du latin, mais applicable à toute autre langue. La méthode a pour premier principe de ne pas séparer les mots et les choses. L'étude du latin, entreprise à partir de la langue maternelle, repose non sur le seul vocabulaire ou bien sur la mémorisation des règles grammaticales abstraites, ça nous rappelle notre enseignement des langues étrangères en France, mais sur de courtes scènes destinées à présenter à l'enfant l'ensemble du monde et réparties en 100 rubriques, répertoriant de façon progressive les mots et les structures de la langue. Le latin est donc enseigné ici à l'égal d'une langue vivante qui ouvre sur un monde vivant. Car il ne s'agit pas seulement d'apprendre une langue, il s'agit de rendre sensible et intelligible l'ordre universel.
et d'accéder dans la connexion des mots et des choses à la connexion des choses entre elles et à la compréhension encyclopédique et totalisante d'un univers rationnel créé et voulu par le Créateur. Ensuite, une troisième partie, donc la Panscolia, qui est l'école de la totalité. Par deux fois, Comenius a entrepris un exposé systématique de ce que sont pour lui les fins de l'éducation et les moyens pour les atteindre. Et par deux fois, il a exposé un système de l'école. Donc, cette construction théorique a trouvé sa première expression dans la Grande Didactique en 1638, que l'on connaît, je pense, on connaît plus facilement cette référence. Et la seconde, dans le grand œuvre que j'ai déjà cité, la Consultation universelle sur la réforme des affaires humaines. Alors, la nécessité de l'éducation, elle est appelée par la nature et le destin de l'homme. Donc, créature de Dieu, séparée de Dieu par la chute, c'est par l'éducation que l'homme peut retrouver l'humanité qui fait de lui un enfant de Dieu. C'est par l'éducation qu'il peut se préparer à la vie éternelle, et Comenius ne cesse de développer le thème de la vie terrestre comme école de la vie éternelle. Je le cite, « Ce monde-ci n'est que notre séminaire, notre nourrice, notre école, vers un au-delà où nous serons envoyés une fois les classes terminées, l'académie éternelle sans doute. » Alors, la nécessité de l'éducation de l'homme et son éducabilité étant ainsi fondée, l'éducation de l'homme ne peut être qu'universelle. C'est aussi dans la Pampaedia que se formule de la façon la plus affirmée la visée universaliste de l'éducation coménienne. Je le cite, « Former tous les hommes en toutes choses de la façon la plus complète ». Le fondement de l'universalisme pédagogique de Comenius est théologique, tous les hommes étant égaux en dignité devant Dieu, et le projet divin étant la réalisation en l'homme de l'humanité. Donc l'éducation doit s'adresser à tous, sans distinction d'état, de fortune, de sexe ou de disposition, et tous doivent ainsi accéder à l'école. Donc je le cite, « Tous les enfants nobles ou roturiers, riches ou pauvres, garçons ou filles, de toutes les villes, cités, villages, hameaux, doivent être admis dans les écoles. Lorsque l'on est homme, on a pour fin de devenir un homme, c'est-à-dire de devenir créature raisonnable, maître de la création et fidèle image du Créateur. Ce sont donc tous les enfants qu'il faut éduquer au savoir, à la vertu et à la religion. » Donc, si l'école ne peut être que l'école de tous, elle ne peut être également que l'école de la totalité. Le sens de cette exigence de totalité est une nouvelle fois théologique et philosophique. Il est lié à la place de l'homme dans le tout, à sa position au centre de l'univers. Donc, une école qui manquerait à cette exigence de totalité manquerait à sa mission, parce qu'il ne peut y avoir d'éducation qui ne se donne pour fin la place de l'homme dans le tout. Donc, c'est dans ce même, c'est ce même rapport herméneutique au tout qui inspire l'organisation de l'école coménienne, décrite donc dans le chapitre 32 de la Grande Didactique, c'est-à-dire les années de la formation qui s'étendent pour lui sur 24 ans de l'enfance à l'âge adulte, seront divisées en 4 parties distinctes, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Donc la conception du programme d'études affecté à ces différentes périodes montre le souci de Comenius de proposer, correspondant à chaque âge, un savoir universel, c'est-à-dire un savoir qui fasse univers, qui soit une vision complète d'un monde saisi dans le rapport de son ensemble et de ses parties. Bien que toutes ces écoles soient différentes, écrit Comenius, on n'y enseignera pas des choses différentes, mais les mêmes choses d'une manière différente selon les dispositions de l'âge auquel on s'adresse.
Donc, de la petite enfance à l'âge adulte, le monde reste un et c'est le monde entier. Seul diffère la complexité et la netteté de la vision. Donc, enfin, les signes, les mots et les choses, et je vais terminer par ça. Lire et connaître le monde. Donc, la pensée éducative de Comenius s'inscrit dans une conception de l'univers dans laquelle l'ordre du monde et l'ordre du discours se répondent idéalement, où les mots et les choses sont dans un rapport d'exacte correspondance. Donc, cette vision d'un univers de bout en bout signifiant fonde une théorie de la connaissance qui permet d'accéder par le langage à la réalité d'un monde qui est lui-même un langage directement lisible et déchiffrable. Et cette théorie de la connaissance, elle fonde à son tour une didactique, c'est-à-dire, dans le langage de Comenius, un art d'enseigner, conçu comme la méthode la plus appropriée de réunir dans un acte de connaissance les mots et les choses et de déchiffrer ainsi ce qui est. Le savoir pour Comenius n'est pas une construction par laquelle l'homme élabore, selon les catégories qui sont les siennes, un discours sur le monde. Il est un donné qui appartient au monde et qu'il suffit de savoir lire en associant entre eux les signes du monde et les signes du langage. Donc la science non seulement dit le monde tel qu'il est, mais elle est le monde, comme le monde est la science. Et il revient à l'éducation, donc de restaurer cet accord du langage et du monde. Il s'agit de retrouver le geste verbal initial de la création, de refaire le chemin de la lumière, fiat lux, non plus pour créer le monde en le nommant, mais pour le connaître en le lisant. Déchiffrer le monde, c'est lire l'œuvre de Dieu, c'est se mettre dans le rapport de sa création et de sa volonté, c'est aussi connaître et agir avec lui. Donc la physique coménienne est en même temps une métaphysique. Elle dévoile l'ordre divin et une méthodologie, elle indique le chemin selon lequel l'ordre divin peut être connu. D'où le caractère systématique de la construction théorique de Comenius, dont tous les plans sont architecturés dans un ensemble qui les déduit rigoureusement les uns des autres. Et d'où aussi, si l'on peut oser cette alliance de mots, cet acte à la fois rationnel en l'éducation, cet optimisme radical qui caractérise sa pensée pédagogique et qu'il formule sous la forme d'une pansophie ou science universelle. Pourvu qu'il soit bien dirigé, l'être humain peut atteindre au savoir du monde et se rapprocher ainsi de la connaissance de Dieu que Dieu a de sa création. Donc l'exacte correspondance des mots et des choses dans l'ordre divin du monde permet de concevoir une méthode rigoureuse pour accéder à la connaissance du monde. La pédagogie peut dès lors se présenter pour la première fois comme la science systématique de l'éducation. Mais c'est sur les fondements d'une théologie de la connaissance qu'elle peut prétendre à ce statut. Donc, et en finale, le réalisme pédagogique de Comenius est un sur-réalisme. Au moins un malentendu comme le sont toutes les leçons et les anticipations que l'on veut tirer de son œuvre, sans tenir compte de son inscription dans un système de pensée qui n'a pas franchi le seuil de la modernité scientifique. Mais le malentendu, nous le savons, est le lot de l'histoire de la pensée et de celui de la pensée éducative en particulier. Il a pour lui précisément l'histoire. De Comenius, la postérité pédagogique a retenu le maître d'école et le professeur de langue, la méthode et le réalisme pédagogique, et la postérité, à tort contre Comenius et son œuvre, mais la postérité a raison puisqu'elle fait l'histoire. Bonjour Yves Rother, figure inspirante pour l'éducation, contours épistémologiques et approche expérientielle. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je vais dire ce que ça m'évoque.
mais je voudrais commencer par une remarque préalable. En fait, j'avais hésité à me lancer dans la mesure où les premières figures inspirantes qui me venaient à l'esprit étaient plutôt des enseignants du secondaire ou du supérieur à qui je devais beaucoup quant à la compréhension du social, de l'école, de l'enseignement et des recherches. Alors du coup, je vais citer 3 noms parce que bon, ce sont des références personnelles. Mon prof de philo au lycée, Alex Lindenberg, qui est quelqu'un qui est le seul prof dans ma scolarité, qui à un moment on débattait et on était en désaccord, m'a dit « Oui, et je pense que vous avez raison ». C'était la première fois que j'entendais un prof dire ça à un élève. Le deuxième, c'était un 16e à l'université de Lille, Claude Blum, qui m'a appris ce que c'était que la rigueur du travail intellectuel, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Et la troisième, c'était une linguiste, Danielle Lehmann, qui a commencé son cours en disant, voilà, dès que vous ne comprenez pas, vous me posez une question, parce que je suis là pour que vous compreniez. Et c'était la seule prof que j'ai vue commencer son cours comme ça, et je m'en suis toujours resserré. Alors, ayant dit ça, qu'est-ce que ça recouvre pour moi, l'expression de figure inspirante? Finalement, 3 traits essentiels. L'ouverture, la résistance et la dignité sociale. Alors, l'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les textes, les écrits de ces auteurs m'ont ouvert des mondes entiers qu'ils ont contribué à éclairer pour moi et pour d'autres, je pense. Alors, je pense en premier lieu à Bourdieu pour la sociologie, à Roger Chartier pour l'histoire, à Jean-François Alté et André Petitjean pour les didactiques. Donc, l'ouverture, pour moi, c'est d'abord un éclairage du monde. Voilà, ça m'a fait découvrir et comprendre des choses. Voilà. Et à mon sens, ils ont aussi ouvert, et c'est le deuxième sens, de multiples pistes et d'interprétation dans un foisonnement qui n'est pas du tout réductible au dogmatisme de nombre de leurs épigones. C'est-à-dire quand on les lit et quand on les relit, on s'aperçoit qu'ils ont ouvert des tas de pistes et ce n'est pas réductible à ce que certains en font. C'est assez intéressant, je relisais récemment l'entretien entre Claude Lévi-Strauss et Didier Héribon, et il parlait de certains intellectuels qu'il avait inspirés, en disant on a toujours l'impression de participer à une grande aventure de l'esprit. Pour moi, c'est le deuxième sens de l'ouverture. Et le troisième sens, c'est le fait que, alors qu'on a pu reprocher à certains d'entre eux un certain dogmatisme, c'est au contraire, ils ont ouvert des portes pour la parole d'autrui. Et je trouve que c'est très intéressant quand on regarde l'œuvre éditoriale de Pierre Bourdieu. Quand on regarde aussi, par exemple, le travail que fait Philippe Mérieux aux éditions ESF, et c'est ce que j'ai essayé beaucoup plus modestement qu'eux de faire dans la collection Éducation et didactique aux presses universitaires du Septentrion. Le deuxième sens, le deuxième trait pour moi, ce sont des figures de résistance. Alors des figures de résistance au mode de pensée, au discours dominant, et même à soi, c'est-à-dire, je veux dire, même à moi-même, même à mes propres convictions. C'est ce qui fait que ça me résiste et que je les relis incessamment. C'est-à-dire que ce sont des maîtres à penser, mais pas comme des auteurs qui imposeraient des dogmes ou des cadres, mais comme des auteurs qui créeraient les conditions de notre liberté de penser différemment, y compris d'eux. Le troisième trait, pour moi, sans doute complémentaire de la résistance, c'est une dignité morale et sociale qui s'incarne au moins en partie dans la volonté d'articuler pensée, travail théorique et action au service de tous
et particulièrement des plus démunis. Et là, il y aurait peut-être deux figures qui me viendraient à l'esprit. Pierre Bourdieu, que j'ai déjà évoqué, et puis Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde. Voilà, je t'ai dit l'essentiel de ce que je souhaitais te dire. Merci. Alors, entre ouverture, résistance, dignité morale et sociale, quel est le lien que tu peux faire avec l'éducation? Pour moi, dans le domaine de l'éducation, c'est la même chose. C'est-à-dire que m'intéresse voilà, ce qui ouvre des pistes, voilà, ce qui résiste au mode de pensée dominant, y compris de ceux qu'on pourrait penser proches d'eux, et ceux qui continuent à se battre avec une proximité avec les gens du terrain. Et donc voilà, c'est ça pour moi. C'est la même chose dans le domaine de l'éducation. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, une bonne partie des gens que j'ai cités, hein, je pense à Bourdieu, je pense à Mérieux, je pense à Wresinski, etc., je pense à Althé Petitjean, ont aussi œuvré en totalité ou en partie sur le terrain de l'éducation. Oui, on peut dire éventuellement éducation politique, éducation populaire, éducation pédagogique, effectivement, chacun dans son domaine. Alors, j'aurais une deuxième question par rapport aux premières figures que tu as évoquées, celles qui te sont vraiment proches, tes professeurs. Est-ce que, à ton avis, eux-mêmes s'inscrivaient dans des filiations, dans des chaînes d'inspiration? Est-ce qu'ils en parlaient, ils y faisaient référence, ou bien est-ce que c'était eux-mêmes en tant qu'eux-mêmes? Alors, ils s'inscrivaient sans doute dans des chaînes de référence. Le prof de philo dont je t'ai parlé et qui s'était engagé dans le Parti communiste et dans la résistance en 1942, alors qu'il était d'origine juive, ce qui n'est pas rien, hein, et était, comment dirais-je, un très grand connaisseur et de Marx et de Freud. Et il participait aux retraductions de Freud. Et je crois que ça l'a constitué en grande partie. Daniel Lehmann, voilà, en tant que linguiste, alors, je ne sais pas si elle était vraiment rattachée à une école. Elle avait une pensée que je trouvais vraiment autonome et intéressante. Hein. Et Claude Blum était un type assez extraordinaire parce que, comment dirais-je, c'était quelqu'un, quand je dis qu'il nous montrait ce que c'était le travail intellectuel, je l'avais eu à l'époque au programme voilà, au programme qu'on avait, il y avait Erasme. Et il nous avait fait Erasme, la lecture d'Erasme par Foucault, et la lecture que faisait Derrida de la lecture de Foucault d'Erasme. Et donc, c'était quelque chose d'important, mais donc il s'inscrivait dans une pensée qu'on pouvait appeler à l'époque relativement déconstructiviste. Hein. Mais là où c'est une réponse indirecte à ta question, je me rappelle qu'il nous avait dit une fois, il ne faut surtout pas être impressionné parce que d'autres collègues ou ce que je raconte, il dit simplement, j'ai eu accès avant vous au texte du savoir. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui a été aussi déterminant pour mon cheminement, parce qu'à l'époque, voilà, ça fait partie des gens qui ont accompagné et qui accompagnent encore ma réflexion et qui m'ont ouvert des portes et sur lesquelles j'aurais sans doute pas fait le trajet que j'ai fait, puisque rien ne m'y destinait. Est-ce que, une dernière question, comment articuler, puisque tu as parlé d'école de pensée, comment articuler l'école de pensée et les personnes qui les portent? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des personnes qui, dans des bonnes écoles, pourraient ne pas porter et inversement? Je crois que, comment dirais-je, c'est toujours un problème pour ceux qui, en quelque sorte, vont construire des écoles de pensée, que de veiller à ce que ceux qui viennent travailler avec eux ne se transforment pas en épigones applicationnistes. Et c'est quelque chose de très compliqué, je crois,
parce que un certain nombre de personnes se mettent dans leur sillage pour récupérer une partie du capital symbolique, mais en fait pour faire tourner la machine de manière un peu vide, un peu formelle, et non pas pour pousser plus loin et pour interroger, y compris les cadres. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'essayer de continuer constamment à interroger les cadres qu'on met en place, à jamais s'interroger. De ce point de vue-là, je citerai peut-être un autre linguiste, Jacques Bress, qui, dans nombre de ses articles, termine toujours en montrant les limites de ce qu'il écrit ou les questions que ça pose, si tu veux. Et pour moi, là aussi, c'est un exemple. Et donc, pour répondre directement à ta question, oui, on peut être dans une école de pensée et ne pas penser par soi-même. Oui, bien sûr. Alors, moi, je vais revenir sur mon expérience. J'ai appliqué à la lettre le conseil que m'a donné Rémi de ne pas préparer. Mais finalement, j'ai préparé un peu mon intervention depuis que je suis là tout à l'heure et que je vous écoute. Et je savais déjà que j'allais parler de Peirce. En fait, depuis qu'on a commencé à discuter du projet Figure il y a un an, je crois que je sais que la figure inspirante la plus évidente pour moi, c'est Peirce, donc logicien, notamment logicien, philosophe décrit souvent comme esprit universel, américain, né en 1839, mort en 1914. Je vais vous raconter un peu comment j'y suis venu. Et puis, je vais essayer de tirer 2-3 fils. Alors, peut-être que le premier fil que je tire ou la première remarque que je fais, c'est que Peirce n'est vraiment, mais alors vraiment pas un penseur de l'éducation. Dans les Collected Papers, qui était la première grosse édition de Peirce, même si évidemment dans cette première édition, on était loin d'avoir tout découvert de ses écrits, je crois qu'on a comptabilisé 6 vagues mentions de problématiques éducatives plutôt liées à l'université. Et je me dis que si je vais chercher d'autres figures qui m'inspirent, je tombe plutôt sur des gens qui n'ont pas pensé l'éducation, et ça renvoie peut-être en petite partie à ce que disait Yves Rotter il y a quelques minutes sur la crainte des épigones applicationnistes, c'est-à-dire des figures qui imposent une traduction, une interprétation, un travail de passage à la moulinette de l'analyse pour arriver à en faire quelque chose pour l'éducation. Donc, comment j'y suis venu en 3 mots? Moi, je bossais dans un environnement qui est une école alternative qui pratiquait notamment la pédagogie institutionnelle. Et quand j'ai commencé à construire il y a une petite vingtaine d'années un projet de DEA, je me suis vite rendu compte que ce que j'observais, eh bien, les travaux de recherche que je lisais ne me permettaient pas d'en rendre compte. C'était un lieu, pour le dire vite, où ça parlait, comme on disait là-bas. Il y avait de l'interaction, quelque chose qu'on pourrait appeler et que je n'appellerai plus maintenant de la communication. Et puis, il y avait des effets, des transformations, des sujets, des collectifs, des institutions, encore une fois, dont la recherche ne permettait pas de rendre compte, celle que je connaissais. Et par hasard, je suis tombée sur quelqu'un, une amie d'amis qui m'a dit: «Tu devrais lire Peirce pour analyser ce que tu observes». J'ai commencé à lire Peirce et le premier choc, et tous ceux qui ont lu Peirce le savent, c'est le caractère d'abord extrêmement inaccessible de cette pensée qui, à chaque page, semble complètement contre-intuitive et qui contredit à peu près tout ce qu'on voit quotidiennement. Ou, et peut-être qu'on le comprend plus tard, tout ce qu'on croit voir ou tout ce qu'on est capable de voir à travers les filtres dont on n'est pas conscient et qui sont imposés par des cadres théoriques, notamment télégraphiques, communicationnels. C'est ce que dit un collègue qui s'appelle Élisée Auveron et qui dit que pour penser l'interaction et la communication, on en est resté à ce sûr et que finalement, on n'a pas réussi à s'approprier cette pensée. Et ça, ce serait peut-être une deuxième remarque ou un deuxième fil qui renvoie à une question qui a été posée tout à l'heure dans la première série de discussions. Pourquoi il y a des auteurs qui sont oubliés ou pas mobilisés aujourd'hui? Par exemple, Pierce Peirce, mais beaucoup d'autres. Peut-être parce qu'ils sont de toute façon tellement inaccessibles et ils demandent d'abord tellement de déplacements et d'efforts
qu'on a beaucoup de mal à aller chercher une pensée qui pourtant peut nous aider à voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Alors, c'est à ce moment de ma présentation que je me demande si c'est très important que ce soit cette figure-là, et peut-être que moins que la figure de Peirce, c'est plutôt une espèce de type ou de caractère général d'un auteur qui amène à penser ou quasiment qui impose de penser du fait de cette difficulté d'accès et du fait de l'effort qu'il exige pour arriver à mettre sa pensée au service d'un regard aujourd'hui sur des situations notamment d'éducation ou sur des situations sociales, d'interaction, de formation de manière plus générale. Il y a donc cette extraordinaire étrangeté de la pensée de Peirce et ça pourrait être un troisième fil. C'est que d'une certaine manière, c'est presque une figure inspirante qui est inspirante parce qu'elle est d'abord repoussoire, parce que c'est douloureux, parce que ça fait mal et parce qu'il y a une espèce de résistance à dépasser pour accepter de se dire que c'est avec cet auteur qu'on va cheminer. Enfin, très concrètement, et je redis quelque chose que disent beaucoup de collègues qui travaillent sur Peirce, c'est que il faut accepter d'avoir passé 1 an ou 2 à peiner, à souffrir et à ne rien comprendre avant de petit à petit en faire quelque chose. Pourquoi je trouve ça intéressant? Eh bien parce que je trouve parfois quasiment ennuyeux d'être dans la lecture de travaux qui sont trop en phase avec des conceptions, des visions des choses, des manières d'appréhender le réel et notamment l'éducation qui sont devenues des évidences, qui sont extrêmement rassurants et qui finalement n'invitent pas à opérer des déplacements. Pierre, tu disais tout à l'heure, tu parlais de figures qui permettaient de mettre des mots sur quelque chose, peut-être quelque chose qui est déjà là, et effectivement c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Là, ce serait pour moi plutôt une figure qui ne permet absolument pas d'abord de mettre des mots sur quelque chose qui est là, mais de rendre quelque chose qui était rendu absolument invisible par nos cadres de référence. En gros, une figure qui permet de voir autrement d'abord, de faire autrement comme praticien, et puis comme moi je suis plutôt dans le champ de l'intervention socio-clinique, ben, qui permet d'accompagner des collectifs d'enseignants, formateurs, éducateurs à eux-mêmes appréhender différemment des pratiques en reconstruisant leur cadre de référence, les schémas narratifs qui organisent leur regard sur leur réalité quotidienne. Donc je repense, j'ai noté tout à l'heure ce que disait Christelle en citant Anne Sylvestre, ralentir la crétinisation. Alors je n'irai pas du tout jusque-là, mais je me dis souvent qu'il y a quelque chose dans les discours sur l'éducation et dans un certain nombre d'espaces, alors non pas de réflexion, mais de débat sur l'éducation, qui ressemble quasiment à une forme de non-pensée. Pourquoi cette figure, par exemple, m'inspire? Parce qu'elle permet de sortir de ça et les déplacements dont je parlais tout à l'heure, ils vont permettre tout à coup de rentrer dans une pensée nouvelle. C'est ce qu'Yves disait hein, autour de ces champs complètement nouveaux qui sont ouverts ou de l'ouverture à des univers entiers et qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas nécessairement soupçonné avant de travailler avec ces auteurs. Et du coup, ce serait le 4e fil que je proposerais de tirer avant d'avancer vers une conclusion. Cette figure, mais je pense à d'autres, c'est le cas avec un certain nombre de travaux plutôt en logique de Dewey pour moi, ou les travaux d'autres auteurs qui ne s'intéressent pas à l'éducation. Je pense par exemple à Bloomer, des auteurs qui ne permettent pas d'emblée, ne motivent pas le déplacement, mais qui le contraignent, qui nous mettent dans une position ou dans une posture de doute et d'interrogation. Évidemment, c'est une idée très pragmatiste qui nous contraint à repenser des réalités qui nous semblaient jusque-là assez transparentes et évidentes. Et puis, en entendant parler les collègues, et notamment au moment où, tout à l'heure, Christelle Didier citait Bernard de Chartres sur les nains sur des épaules des géants, je repensais à un auteur que vous connaissez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, auquel je n'avais pas pensé depuis qu'on parle ces 12 derniers mois des figures inspirantes, alors que c'est pourtant une évidence.
c'est ce qu'écrit Didier Moreau sur l'éducation spectrale. Donc, j'ai été rechercher une ou deux petites choses. C'est ma conclusion, mesdames et messieurs, je vous l'annonce. Pour le dire très très vite, il propose une critique de la modernité au sens des Lumières et il oppose éducation métamorphique et modèle de la conversion. Et il dit la chose suivante, il décrit deux formes de transmission. Le modèle de la conversion, une forme qui vise à convertir la conscience de l'éduqué à la vérité de son être, dit-il, et puis cette éducation métamorphique qui travaille beaucoup relativement, notamment à la Bildung, en disant que c'est une forme qui tend, alors je le dis doucement, qui tend à accompagner la personne, le sujet, dans une lente métamorphose d'un soi par la mise à disposition herméneutique des œuvres et des concepts comme autant de clés permettant d'interpréter les problèmes que les nouveaux venus rencontrent. Ça renvoie au débat tout à fait intéressant auquel on a assisté entre Philippe et Michel tout à l'heure, sur pourquoi on a besoin des figures du passé, comment elles permettent de penser le présent et de le penser sans le reproduire. Et il y a quelque chose de ça dans cette idée d'éducation spectrale, hein. L'éducation spectrale, s'éduquer au contact des fantômes qui sont sujets, figures, auteurs et concepts du passé. Puis un autre petit bout de citation, là dans laquelle Moreau s'appuie sur Cavell, en disant la transformation métamorphique et la transmission du passé des autres en vue de l'abolition de ce futur du moi qui ne serait que son présent éternellement reconduit. L'idée, c'est que le modèle de la conversion, autour d'une forme d'idée d'épanouissement de quelque chose qui serait déjà là, interdit, évite une rupture qui permet de reconstruire et fait que cette éducation ne fait que reproduire ce qui est déjà là ou ce qui est évident, l'identique à soi, diction métamorphique, l'éducation spectrale, le contact avec ces figures du passé va rendre possible une forme de rupture et de transition et de reconstruction de quelque chose qui serait véritablement nouveau. Et je m'arrête là, Rémi Casanova, si tu veux bien. Associer l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à cette journée inaugurale. La matinée est en soi inspirante, donc c'est une formidable mise en abîme pour nous. Et vous me pardonnerez d'avoir un propos sans doute un peu décalé par rapport à beaucoup de prises de parole qui ont eu lieu jusque-là, puisque vous l'avez compris, l'école que je représente est une école du service public de l'État et qui forme principalement des éducateurs qui vont intervenir pour le compte du ministère de la Justice auprès d'adolescents en grande vulnérabilité, auteurs d'infractions dans la plupart des cas. Donc, ce sont des éducateurs très spécialisés sur le champ de la protection de l'enfance et dans le champ pénal. Mais c'est du coup assez intéressant, je pense, de confronter ce point de vue avec d'autres qui ont été partagés jusque maintenant. Et Rémi nous associe, puisqu'il sait combien dans cette école nous sommes soucieux précisément de nous inscrire dans des filiations de figures inspirantes. Ce sont des dynamiques, en tous les cas intellectuelles, qui nous séduisent depuis longtemps. Rémi lui-même y a contribué. Je ne dévoile pas de secret, j'espère, mais en tous les cas, Rémi est un ami de l'ENPJJ et nous avons une tradition à cet égard dont je vais vous donner les derniers avatars, puisque, à vrai dire, la question des figures inspirantes en éducation, et notamment pour nous en éducation spécialisée, aux confins de l'éducation populaire d'ailleurs, cette notion-là des figures inspirantes, elle est éminemment actuelle, elle est même encore plus nécessaire, j'ai envie de dire, aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, au moment où nous avons inscrit l'école dans le patrimoine roubaisien, où nous avons déménagé l'école en fait de l'Île-de-France aux Hauts-de-France et où on a été amené à nommer tout un tas de lieux de l'école pour
commencer à se situer dans un paysage de figures inspirantes. Ça a été la première démarche, si vous voulez, de l'école, sur laquelle je passais très peu de temps parce que ce n'est pas celle que je veux partager principalement. Et mon propos, d'ailleurs, sera poursuivi tout à l'heure par ma collègue et amie Aurélie Roussel, cet après-midi, qui travaille également à l'ENPJJ et qui vous parlera d'une troisième et dernière démarche autour des figures inspirantes que nous avons à l'ENPJJ. Mais donc, la première, historique, si j'ose dire, c'est celle de 2008, lorsqu'on a ouvert l'école à Roubaix, dans les Hauts-de-France. Il a été question de nommer d'emblée toute une série d'espaces de travail, de salles de cours, et qui sont pour l'essentiel des noms, évidemment, enfin je dis évidemment parce que c'est une école d'éducation et une école du droit, vous l'aurez compris, qui sont essentiellement des noms de grands pédagogues, de grands juristes, de grands psychologues également, et puis plus tard, il y a eu des noms de grandes figures de l'institution, donc des acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, parfois qui l'ont dirigé, cette institution, mais qui, en tous les cas, marquent ce que l'école souhaite porter comme figure inspirante. Donc, c'est une démarche assez institutionnelle, c'est une démarche d'élection par l'institution de ce qu'elle estime être des figures inspirantes pour nous tous. Et donc, il s'est agi de trouver des noms qui, à la fois, transcendent des clivages idéologiques, bien sûr, permettent de nous réunir autour de nos missions et autour de ces figures, et qui transcendent les dimensions temporelles. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des gens dont on est à peu près sûr qu'on pourra en parler longtemps et s'y référer longtemps. Donc ça, c'était la première démarche sur laquelle je ne m'appesantis pas parce qu'en plus, elle est, je pense, assez classique dans les institutions d'avoir nommé des salles. La deuxième démarche dans laquelle on s'est inscrit maintenant il y a 4 ans, elle est tout à fait différente, mais elle concourt au même objectif et elle part d'une conviction et d'un constat. La conviction, elle a été partagée tout à l'heure, donc je me permets de rebondir. Elle a été partagée tout à l'heure, c'est que dans une école qui forme des éducateurs, on a le souci évidemment de former, d'accompagner ce qu'on espère être des praticiens réflexifs. Et je rejoins l'idée qui a été énoncée tout à l'heure que cette association de mots est quasiment pléonastique, puisqu'on espère bien que les praticiens en éducation sont adossés à une réflexivité qui est propre à leur champ d'activité, à leur métier, et puis qui leur est propre à eux-mêmes comme professionnels. Donc ça, c'est la conviction qu'on partage complètement et qu'on essaye évidemment de transmettre à nos éducateurs. Mais le constat, qui justifie donc la deuxième démarche dont je vais vous parler, le constat, c'est que il nous apparaît que nous sommes confrontés à des mouvements contraires à cette conviction qui sont assez puissants, en tous les cas plus puissants aujourd'hui que jadis, et on a quelques années de recul pour en parler. Alors, le premier mouvement contraire, mais qui est tout à fait naturel et qui est même salutaire pour le coup, c'est que nous avons des apprenants et nous sommes dans des institutions qui ont toujours l'impression de tout réinventer, de réinventer leur métier, de réinventer leurs pratiques. Et donc, c'est comme si avec eux, avec l'évolution des institutions et pour ce qui concerne les apprenants, avec leur entrée dans le métier, le monde se réinventait, leur monde professionnel se réinventait. Il y a une espèce d'avènement, de naissance nouvelle. Et ce mouvement naturel, qui est plutôt encore une fois salutaire parce que je pense qu'il soutient complètement aussi l'énergie d'apprendre, ce mouvement qui est complètement salutaire, évidemment, il peut être assez immodeste, c'est-à-dire qu'il peut soutenir la tentation de ne pas se référer à des anciens. Ça, c'est un mouvement contraire, mais qui, encore une fois, est plutôt normal et encore une fois, plutôt sain. Mais il y a deux mouvements contraires qui sont plus inquiétants, en tous les cas, qui nous interpellent, nous, dans nos métiers. C'est d'abord ce que j'appellerais une forme de populisme intellectuel qui touche aussi nos métiers, qui touche des sphères largement au-delà de nos métiers. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, évidemment, qui touche les sphères politiques au sens organisation de la cité du mot, bien sûr, mais qui touche aussi nos métiers, jusque dans des espaces syndicaux où nous constatons qu'il y a des réductions de pensée, qu'il y a
un défaut d'adossement à ce qui constitue l'ADN de notre institution et de nos métiers, où il y a un manque de référencement qui parfois peut aller jusqu'à être assumé par des professionnels ou par des représentants des professionnels qui disent ne pas avoir besoin d'un fort adossement intellectuel pour conduire des métiers d'éducation. En gros, si je caricature, et pardon de la caricature, mais un éducateur, il est plus là pour agir que pour penser. Et donc, son action peut tout à fait se passer d'un adossement intellectuel. Ça n'est pas du tout la majorité, évidemment, ni des professionnels, ni des syndicats qui portent cela. Mais c'est quand même une musique qu'on entend aujourd'hui que, sauf erreur, nous n'entendions pas par le passé, en tous les cas, il y a 10 ans. Ça, c'est la première chose, une forme de populisme professionnel. Et la deuxième chose qui nous impacte, comme ça impacte évidemment toute la sphère sociale, c'est tout ce qui concourt, mais vous voyez que c'est très lié à ce que je viens de dire, au raccourcissement de la pensée, au manque de temps pour penser, et là c'est beaucoup moins volontaire, c'est, si j'ose dire, notre ergonomie de travail, nos organisations de travail, l'accélération des temps, notamment l'accélération du temps professionnel. Il y a eu des très bons ouvrages et des très bons films, même maintenant, qui ont été faits là-dessus, sur l'accélération du temps, qui compresse complètement le temps de la pensée et de la réflexion, jusqu'à ce que des cadres puissent dire, et à leur corps défendant, sans le vouloir, mais puissent dire, tous nos espaces d'élaboration, tous nos espaces de confrontation de pensée sont en train de s'amenuiser, voire de disparaître. Et donc, ça, c'est une vraie préoccupation dans les champs de l'éducation en général, mais notamment dans une école comme la nôtre, évidemment, puisqu'une école qui ne pense pas, c'est une école qui écrit sa propre disparition. Donc, 3 mouvements contraires, vous voyez, un, encore une fois, que nous défendons, 2, que nous ne défendons pas du tout, et qui justifient donc que nous ayons choisi de créer, il y a 4 ans, ce qu'on appelle une ruche pédagogique, où nous convoquons les stagiaires, les apprenants, dans une dynamique d'élaboration et de proposition, et de confrontation, donc un espace professionnel complètement critique, hors de tous les espaces formels de formation, mais qui contribuent du coup aussi à la formation. Et au sein de cette ruche pédagogique, il y a une des alvéoles, puisque c'est une ruche, qui s'appelle la Maison des figures inspirantes. Et la Maison des figures inspirantes, justement, son propos, c'est d'aider les apprenants, mais aussi les professionnels de l'école, puisqu'on se rencontre entre nous, de les aider à nommer des grandes figures morte ou vivante, puisque j'ai entendu le débat là-dessus tout à l'heure, et je rejoins la collègue qui a parlé par exemple de Greta Thunberg, qui peut tout à fait aujourd'hui inspirer en effet des jeunes générations. En tous les cas, des figures mortes ou vivantes, mais aussi, ce qui est peut-être un peu plus disruptif, réelles ou fictives, des grandes figures qui ont soutenu l'entrée dans le métier des stagiaires ou des fonctionnaires qui travaillent aujourd'hui dans notre école, et qui, en tous les cas, leur ont permis de nourrir un système de valeurs, un cadre d'élaboration critique qui fonde leur place dans le métier. Donc, c'est une espèce, cette maison des figures inspirantes, vous le comprenez par l'image, c'est une espèce de panthéon professionnel, mais un panthéon extrêmement vivant, avec lequel donc un stagiaire ou un professionnel vient dire qui ou qui au pluriel a pu l'inspirer pour entrer dans le métier et pour s'y sentir bien, dans des champs extrêmement variés, l'éducation et le droit bien sûr, puisque ce sont nos spécialités, mais aussi, pourquoi pas, la philosophie, la psychologie, la politique, le sport, la culture, donc c'est extrêmement varié. Mais en tous les cas, ce qui compte davantage que la figure elle-même, c'est l'argumentation qui accompagne l'expression et le partage de cette figure. Il y a une présentation aux promotions d'apprenants de ces figures, donc on partage, il y a un vrai moment formel de partage. Il y a une mise en forme, une élaboration très matérielle. C'est Aurélie d'ailleurs qui sera avec vous cet après-midi qui anime cela. Il y a eu par exemple un jeu de cartes et une frise chronologique qui ont permis de situer les figures inspirantes. Et ensuite, tout cela est capitalisé et nous permet d'avoir, au-delà des salles qui sont nommées, d'avoir un patrimoine vivant de figures qui nous inspirent collectivement.
Donc, on met au pot commun, si vous voulez, des figures qui nous inspirent collectivement. Et puis, il y a une dernière démarche dont vous parlera donc Aurélie cet après-midi et que je ne vais pas déflorer maintenant parce qu'en plus, je pense que j'ai épuisé mes 10 minutes, mon cher Rémi. Donc, voilà ce qu'on voulait partager avec vous, en tous les cas, davantage comme approche expérientielle. Je ne suis pas sûr d'avoir concouru directement au contour épistémologique. Par contre, c'est une approche expérientielle que nous avons initiée dans cette école. Donc, sous ces deux volets-là, le nommage des salles et la maison des figures inspirantes. Et je vous remercie et je te remercie particulièrement, Rémi, de nous avoir associés. Il y a juste un certain nombre de choses du coup à écouter tout le monde qui me fait du coup un peu réfléchir. Alors déjà, je suis plutôt didacticien des mathématiques et j'ai une approche historique de l'enseignement des mathématiques, de l'enseignement professionnel parce que j'étais prof de lycée pro auparavant. Je me posais mes questions, moi, de mes figures inspirantes et je n'ai pas proposé de communication parce que je ne sais pas très bien qui m'inspire. Peut-être mes élèves, à écouter Yves Rotter, du coup, je me suis dit, tiens, s'il y a des enseignants, c'est peut-être mes élèves qui m'ont amené ici et qui me font travailler aussi un peu tous les jours, les anciens élèves que j'ai eus, sur un certain nombre de points. Mais du coup, voilà, je me posais la question à écouter tout le monde. À chaque fois, on parle toujours d'une sorte de retour du coup au texte fondateur, du moins au texte des figures inspirantes, que du coup chaque chercheur va aller voir et chaque chercheur va aller lire. Pour moi qui du coup fait un peu d'histoire, mais bon, il y a monsieur Jacquet-Francillon ici, donc il est sans doute plus calé que moi sur le sujet, il y a toujours un risque, à un moment ou à un autre, c'est du coup de confondre un travail de première main et un travail de seconde main. C'est-à-dire finalement, ça serait s'inspirer de travaux qui eux-mêmes s'inspirent d'une figure inspirante. Et du coup, je me demande, parce qu'on trouve ça des fois dans le domaine de la didactique, où il y a des premiers travaux des didacticiens dans les années 70, début des années 80 qui sont là, où on arrive à trouver des fois dans des articles ou dans des recherches des coups de chapeau théoriques en citant tel ou tel auteur, c'est-à-dire qu'en se référant à une pensée ou à tel ou tel auteur, sans pour autant être allé lire, ni être allé voir finalement ce qui était à la racine. Ce qui me fait rebondir du coup sur comment dire, l'idée de ce que pouvait dire Yves ou la dernière intervention sur cette idée finalement d'une sorte de réduction de la pensée ou de manque de référencement. C'est-à-dire qu'on va utiliser une référence pour une référence sans pour autant revenir à ce qu'elle signifie réellement. Et voilà, je m'interrogeais là-dessus parce que Yves en parlait et je pense que tout le monde était là-dessus parce que l'intervention sur Comenius était bien là. On voit bien là la lente construction de la pensée. D'où vient du coup l'inspiration et peut-être qu'on peut voir du coup qui nous inspirait sur la fin, enfin quand on revient peut-être à l'occasion d'une HDR ou peu importe, mais quand on revient sur un certain nombre de choses. Et je me posais la question parfois dans un peu des fois la frénésie de publication ou la frénésie du temps que l'on a parfois à l'heure actuelle. Est-ce que cette lente construction de la pensée est toujours là? Et est-ce que finalement, comme le disait Sébastien Peix en disant voilà, c'est des fois difficile de pouvoir aller se déplacer pour lire Peirce et si finalement on ne tombe pas des fois dans une certaine forme de facilité à faire référence à des gens qui se sont inspirés d'eux et qui finalement donnent à lire des choses, mais on se croit, dirons-nous, inspiré sans pour autant revenir au texte fondateur. Ce qui pose du coup des questions au niveau de l'enseignement que l'on peut proposer notamment à l'université, sur la difficulté de confronter les étudiants à ces textes fondateurs pour que peut-être eux-mêmes soient inspirés, ou des textes qui sont déjà, disons, de seconde main, à partir duquel il est plus difficile de pouvoir construire quelque chose. Merci, voilà Xavier. du coup, ce que ça me donne sur ce que j'ai pu entendre, mais voilà, je me pose vraiment la question des fois du coup de chapeau théorique que l'on peut avoir. Qui est-ce qui veut rebondir, intervenir Oui, Christine. Oui, donc j'apprécie beaucoup cette intervention parce que c'était exactement en fait le propos de ma communication là, que j'ai pas pu faire plus court et plus simple parce que je voulais entrer quand même un tout petit peu dans les détails. C'est justement le sort de Comenius, qui est repris, on va dire, pour dire un peu de manière
vulgaire ou familière à toutes les sauces, hein. Et cet effort m'a été intéressant. Il faut dire aussi qu'à cette époque, j'ai été très, très intéressée justement par tout ce qui était la pédagogie protestante, en fait, justement tous ces mouvements nés en fait d'une dissidence, en tout cas avec le catholicisme, et qui avait quand même une vision du monde et de l'être qui était un petit peu différent, et toute l'histoire de l'élève au centre de l'école et de son enseignement, toute la Bildung, etc., ne serait pas pensable sans justement ce contexte protestant. Et c'est exactement ça, c'est ce que j'ai noté, ce que disait, sans aller voir à la racine, c'est-à-dire utiliser une référence pour une référence. Et quelque part, pour moi, bon, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, c'est dangereux. Parce qu'en fait, on est vraiment là, c'est Edgar Morin hein, qui le dit, c'est à chaque fois un écosystème, en fait. Une référence renvoie à un écosystème, à une organisation. Et nous, on rencontre cette référence dans un écosystème, et on est nous-mêmes dans un écosystème. Donc, on s'approprie quelque chose parce que ça nous convient, ça devient un outil, etc., etc. Mais ne pas connaître, faire abstraction de l'écosystème, du contexte, ça c'est de l'herméneutique, hein, me semble à mon avis dangereux. Et ce n'est pas contradictoire avec prendre une référence, en fait. Simplement, on sait un peu d'où elle vient. Tout à l'heure, quand il y avait la discussion, là aussi que j'ai beaucoup apprécié, comment c'était, donc, je veux dire ma façon, une pensée du présent en ancrant dans le passé, c'est toute la méthode régressive progressive de Lefebvre que l'on retrouve là. Hein, qui est tout à fait politique et dynamique. Hein. C'est voilà, c'est une manière de répondre. Voilà. Et le temps de la réflexion, oui, se déplacer. Moi, il a fallu que je me redéplace dans Comenius. J'ai eu envie, à l'invitation de Rémi, j'ai eu envie de le reprendre, ce pédagogue qui, à l'époque, c'était une passion dingue que j'avais. Je veux dire qu'elle est un petit peu calme maintenant, ma passion, mais tout aussi intéressant, justement. Hein. Et ce serait intéressant de mettre finalement en lumière tous ces mouvements, toutes ces notions, tous ces concepts, etc., avec justement l'écosystème dans lequel Comenius prend la parole et pense ces choses. Et ce ne serait pas du tout, comment dire, à mon avis, ça tuerait rien de ce qui s'est fait, hein, du dynamisme aussi de tous ces mouvements. Voilà. Merci. Alors, il y a Camille qui a demandé la parole, puis Sébastien. Oui, merci. Et Christelle. Merci beaucoup, Rémi. Moi, je souhaitais rebondir sur une chose que Sébastien a pu dire tout à l'heure et puis qui m'avait déjà attiré l'oreille une fois que je l'avais entendu le dire par ailleurs, c'est-à-dire de l'intérêt de travailler sur un auteur dont les collected papers ne citent que quelques références à la notion d'éducation. Et moi, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi, qui m'intéresse beaucoup et qui, à mon sens, j'en parlerai un petit peu cet après-midi, fait tout le sens de parler de figures inspirantes pour l'éducation. Dans ce « pour », il y a l'idée qu'on ne va pas avoir à se poser la question « mais est-ce que c'est vraiment un penseur de l'éducation, celui-là » Et ça a fait écho, puisqu'on est sur les sources d'inspiration. Ce que Sébastien a dit, ça me fait penser à ce qu'Alain Kerland disait dans un petit livre « Philosophie pour l'éducation », justement. Il disait d'une certaine manière que les auteurs soient eux-mêmes philosophes de l'éducation ou non, il y a des demandes, des besoins d'intelligibilité, d'orientation dans la pensée, dans la pratique. Et donc, la philosophie est requise, en fait, suite à ces demandes et à ces besoins. Et donc, on peut parler de philosophie pour l'éducation, même si les auteurs ne sont pas même des auteurs qu'on mettrait dans une bibliothèque de philosophie de l'éducation. Et j'ai trouvé vraiment que ce qu'a dit Sébastien donne vraiment sens au « pour l'éducation » qu'on lit au-dessus de ta tête, Rémi, depuis tout à l'heure avec l'encart. J'ai presque une auréole. Sébastien, Christelle, puis Xavier, et ensuite on ira manger.
Bon, alors non, mais très vite, juste, oui, je réagis d'abord sur la question des sources secondes. Juste, je partage une anecdote sans grand intérêt, mais il y a quelques années, dans le cadre de l'écriture d'un texte, alors un peu spécialisé pour une encyclopédie sur Peirce, je me rends compte en lisant la commande des éditeurs que les auteurs de seconde source, de seconde main ou les sources secondaires, voilà, je vais y arriver, excusez-moi, étaient interdites. C'était demandé de ne citer aucune source secondaire, ce que j'avais trouvé sur le coup à la fois frustrant et presque idiot. Mais effectivement, on se rend bien compte dans certaines situations, certains contextes, et je pense à ce que disait Michel sur la formation des enseignants, des risques que font courir effectivement des raccourcis et des risques que font courir que fait courir le fait de ne pas retourner à ce temps long du compagnonnage avec l'auteur. On voit bien comme des figures inspirantes parmi les auteurs, parmi les grandes figures de l'histoire de la pensée, mais parmi aussi les pédagogues contemporains ou quasi contemporains, amène à des raccourcis, ça devient des étendards pour des idées qui ne sont plus des idées, mais des slogans. Et il y a effectivement parfois ce risque de ne pas penser avec des auteurs que pourtant on aimerait aller mobiliser avec, par exemple, des étudiants, précisément pour cette seule raison. Et puis peut-être une deuxième remarque qui n'est pas tout à fait une réaction, une réponse à une question. C'est vrai que l'exercice nous incite à aller chercher un peu loin dans le temps et puis à aller chercher des grandes figures. En fait, on ne fait pas que ça. On a été chercher, certains des collègues qui ont parlé ce matin ont été chercher les enseignants. On a évoqué tout à l'heure, je crois qu'on l'a fait, Pierre, tu l'as fait ou c'est toi qui as motivé cette discussion, aller chercher des gens qui nous sont proches. Anne Sylvestre, on a parlé de potentiellement nos élèves. Donc, on ne fait pas que ça. Et c'est vrai que c'est important de se dire que autant pour nous que pour les gens qu'on accompagne, je reprends le terme que tu relevais tout à l'heure, Rémi, par exemple pour nos étudiants ou stagiaires en formation, on opère et ils opèrent autant de déplacements, de transformations radicales avec des auteurs qui ne sont pas nécessairement des grandes figures, des auteurs emblématiques, mais on fait tous cette expérience et heureusement, c'est bien pour ça qu'on fait de la recherche et que les collègues en font, de lire un article qui est paru il y a 3 mois et puis là d'avoir une révélation et de réembrayer sur une réflexion. Et c'est vrai que c'est important de se redire qu'on pense et on pense beaucoup avec tout un tas d'auteurs ou de figures modestes qui deviennent pour chacun ou chacune d'entre nous potentiellement des sources d'inspiration puissantes. Merci. Christelle. Alors, moi, en fait, ça m'a fait penser cette discussion sur les sources. Ça m'a fait penser à Rancière aussi, et qui, pour qui, ben voilà, on se confronte à l'auteur, à un auteur qui a mis dans un livre quelque chose, son intelligence, et puis le lecteur s'y confronte, et alors l'enseignant, l'explicateur entre les deux, en fait, il fait que de l'abrutissement, de l'explication, et qu'il y a cette rencontre, un peu comme aussi le disait au sujet de Comenius, j'ai plus votre nom en tête, excusez-moi, je ne connais que vous, mais j'ai plus votre nom en tête. En tout cas, Christine, j'allais dire Christiane, j'avais vu c'est Christine, pardon. Christine, c'est qu'il y a ce monde, il y a l'auteur du monde et les lecteurs du monde, et puis le monde qui est là. Et avec Rancière, moi j'ai un peu, ça résonne de cette façon-là, le livre qui serait là, un auteur qui a mis son intelligence et puis une intelligence égale qui va aller à la rencontre. Et donc, pour moi, ça fait beaucoup sens d'aller aux sources et de ressentir aussi ce souffle de l'auteur du monde, de l'auteur du livre. Puis en même temps, j'entends ce que dit Rémi et ça me parle aussi sur ses pas de côté. Et je me dis, ce retour aux sources, tout le monde n'en est pas capable. Si je voulais lire quelque chose dont la source est chinoise, japonaise, j'ai terriblement besoin de ces mauvais traducteurs parce qu'ils ne sont pas tous bons. Et je peux être inspirée par une traduction qui sera foireuse. Et puis cette inspiration produira quelque chose qui est vrai. Tout ça est très, très compliqué. Comment ne pas rendre moins accessible des pensées dans des langues plus rares sans
si on est dans cette idée qu'il faut aller au texte. Donc, je suis très, très partagée. Et je me dis, voilà, quand on est aussi dans quelquefois ces emprunts sauvages, on ne sait pas trop si, comme disait Camille tout à l'heure, bon, voilà, il y a une citation, bon, on la prend, on ne la met pas dans le contexte. Il peut y avoir de la mauvaise intention, du plagiat, de la tricherie, de la paresse. Et puis, quelquefois, il y a aussi une fulgurance qui est là dans la rencontre peut-être maladroite entre un être et puis une phrase qui a peut-être été pensée dans un autre contexte. Et je ne sais pas trop quoi faire de cela. Peut-être garder l'honnêteté de dire, là, ce n'est pas ce qu'a pensé cette personne, mais en le lisant, voilà ce qui se produit et suivez-moi si vous voulez me suivre. Et si à un moment, en allant lire la source, l'autre dit tout à fait autre chose, on se retrouvera tout à l'heure, on se retrouvera comme l'était Michel Fabre avec ces deux figures. Et finalement, au lieu d'avoir un géant, un nain, on a peut-être deux géants ou deux nains. Et puis finalement, dans cette erreur d'emprunt, dans cette sauvagerie du plagiat qui n'en est peut-être pas un, il y a finalement un espace qui se crée et que trouvera celui ou celle qui voudra aller plus loin. Enfin, voilà, je suis un petit peu tiraillée par ça et je voulais vous partager. Merci Christelle. Sans compter que, comme chez Gulliver, même le nain était un géant.